20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, le samedi, place aux correspondants de la presse étrangère en France. Au menu des informés ce soir, la situation bien sûr toujours au Proche-Orient entre avenir des otages et frappe sur Gaza. Nous évoquerons aussi les différentes mobilisations et la tournée diplomatique du ministre français des Armées. 5 ans après, que reste-t-il des Gilets jaunes? Que dit-on encore de ce mouvement dans notre pays et à l'étranger? Eux font partie du décor et de l'histoire de Paris. Les bouquinistes contraints de faire place nette pour les Jeux Olympiques l'an prochain. Nous verrons comment la ville tente de les rassurer. Et puis histoire toujours avec le film Napoléon de Ridley Scott qui sort sur les écrans mercredi prochain. Que dire de l'empereur 200 ans après en France et ailleurs. Ailleurs, c'est notamment l'Angleterre. Bonsoir Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir. Éditorialiste à Paris pour le Daily Telegraph. Mihaela Antoke est avec nous. Bonsoir. Bună. Journaliste pour les médias roumains en France. Bonsoir Anna Kowalska. Bonsoir, dobry wieczór. Correspondante en France pour l'émission polonaise Dzień Dobry sur la chaîne de télé TVN. Et Juan José Dorado. Bonsoir et bienvenue. Buenas tardes. Journaliste espagnol en France. Bienvenue à tous. Des morts par dizaines, toujours dans la bande de Gaza, près d'un mois et demi après les premières attaques du Hamas en Israël. La réplique de l'armée israélienne se poursuit donc dans l'enclave palestinienne. Le principal hôpital de Gaza, assiégé depuis des jours, a été évacué ce samedi. La situation des blessés est catastrophique, alertent les médecins. Malades et professionnels sont à bout. Écoutez ce témoignage, les mots sont difficiles, attention. Ce sont ceux de Tom Potokar, il est chirurgien en chef de l'hôpital européen de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Je suis tellement fatigué aujourd'hui, je suis en train de perdre ma voix aussi. Je pense que c'est parce que nous voyons sans relâche tellement de vies détruites, tellement de corps éclatés, de corps brûlés, particulièrement chez les enfants. C'est une telle tragédie, sachant que pour ces personnes, ce qui arrive en une poignée de secondes va les impacter toute leur vie. Là, voir tellement de gens dans un temps si court avec de telles blessures. Aujourd'hui, nous avons dû désarticuler l'épaule d'un patient, ça veut dire amputer la totalité du bras jusqu'à hauteur de l'épaule, parce qu'elle était totalement éclatée et ne pouvait pas être sauvée. Un très jeune garçon. C'était juste un parmi tellement. J'espère juste que cela se terminera bientôt. Le témoignage de ce médecin à Gaza, on entre avec ce témoignage tout de suite dans le vif du sujet. Anne-Elisabeth Moutet, pas évident à entendre et en même temps cela dit beaucoup de choses sur l'horreur de la guerre et son incertitude. Alors, l'horreur de la guerre et son incertitude, certainement, c'est couvert par la presse. Il faut tout de même se dire que ça, évidemment, c'est une guerre. La guerre, ça fait des blessés dans tous les cas. On n'a pas vraiment parlé de ceux de Alep, qui a été bombardé, alors là, avec un tapis de bombardement et pas ce qui se passe en ce moment à Gaza pendant plusieurs années par Bachar Assad. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez dit tout à l'heure, c'est une réplique aux assassinats, c'est pas du 7 octobre. Ça n'est pas exactement une réplique. Essentiellement, c'est une opération militaire qui consiste à extirper le Hamas d'endroits où il s'est caché derrière des civils. On a beaucoup parlé de l'hôpital de Shifa. Sous l'hôpital de Shifa, il y avait des armes, des munitions, des postes de commandement, etc. Celui-là, où se trouvent vos journalistes, pas. Mais je suis, moi, un peu choquée après ce qu'on a dit au moment du 7 octobre, par le fait qu'on ne se rend pas compte que c'est pas du tout, et j'étais sur place il y a une dizaine de jours, ça n'est pas du tout une question de réplique ou de vengeance. C'est une opération militaire qui dit ce qui s'est passé, c'est-à-dire une opération de guerre avec l'équivalent d'un bataillon, 1500 personnes entraînées depuis 2 ans, qui ont fait les opérations sur les kibboutz et les massacres, plus un millier environ de civils qui sont venus pour aider, c'est quelque chose qui ne doit pas réarriver. Et donc le but consiste à extirper en dessous des immeubles civils, en dessous des hôpitaux, en dessous des installations, des gens dont le Hamas s'est servi comme des boucliers humains. Juan José Dorado, votre regard là-dessus? Le regard, c'est que c'est près de 16 000 personnes, selon les autorités gazaouis, qui sont mortes dans cette opération, plus de 5 000 enfants. Ça, c'est aussi la guerre. Je veux bien comprendre qu'effectivement, c'est une opération militaire, qu'il faut aller débusquer les terroristes du Hamas. Mais est-ce que débusquer les terroristes du Hamas repose sur déplacer
une population de 2,5 millions de personnes, ce qui est considéré un crime de guerre. Encore aujourd'hui, Van der Leyen, qui était au Caire, a insisté sur le fait que l'Union européenne est contre le déplacement justement de la population palestinienne. Est-ce que des milliers de morts civiles justifie justement cette opération de débusquer les terroristes du Hamas. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que peut-être Israël, certainement, va gagner la guerre. La puissance d'Israël, elle est réelle, elle est supérieure au Hamas. Mais ce qui est sûr pratiquement aussi, c'est que la guerre de l'information, la guerre de la communication, la guerre de l'opinion publique, ils sont en train de la perdre. Parce qu'effectivement, les populations aujourd'hui, un peu partout dans le monde, se posent la question, est-ce que des milliers de morts civiles justifient cette opération? Près d'un mois et demi, Miraela Nthoké, après le début de ce nouveau conflit, si l'on peut dire, qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui? Après un mois et demi, on a dit ici, chez les informés, qu'il y a un avant et un après le 7 octobre. Et maintenant, on est après le 7 octobre et on voit qu'il y a la souffrance. La souffrance pour la population civile qui est vraiment atroce. On a vu des images, on a écouté des témoignages qui nous ont sensibilisés beaucoup. Et maintenant, on voit, si vous voulez, une autre étape de la guerre. Une étape où l'Israël frappe dans le Gaza, mais le Hamas et parmi la population civile sont très, mélangés avec la population civile et c'est vraiment difficile de voir où sont les Hamas parce que dans le Gaza, c'est pas des places. Ici, c'est Hamas, ici, population civile. On frappe à côté de Hamas et pas à côté de la population civile pour avoir la victoire de Tzahal. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi un effort diplomatique, mais vraiment un effort diplomatique qui font les États qui ont des citoyens parmi les populations civiles. Et on voit qu'il y a des centaines maintenant de la population civile qui sont exfiltrés de Gaza, de la bande de Gaza. Même nous, la Roumanie, on a réussi à exfiltrer, à faire venir en Roumanie à peu près 200, je ne sais pas le chiffre exact, à peu près 200 de Roumains avec double nationalité. Il y a 5 Roumains, double nationalité, israéliens et roumains qui sont morts et en otage. J'ai écouté cette semaine le consul général de la France à Jérusalem et il a dit qu'il a fait des efforts, la France évidemment a fait des efforts pour avoir presque tous les citoyens français de Gaza maintenant, Égypte, Caire, et après ça, ici, en France. Ça veut dire qu'il y a cette souffrance qui est palpable, qu'on le voit. Il y a la guerre, les luttes, les deux armées qui s'affrontent. Et il y a aussi les efforts diplomatiques pour avancer un petit peu et pour trouver le chemin de la paix qui est vraiment très loin maintenant. Avec notamment la question des otages, on en parlera dans les prochaines minutes. On marque une pause, le temps du fil info, 20h passées de 11 minutes. Stéphane Milhomme. Il a 17 ans, 8 mois et 10 jours et dans 35 minutes maintenant depuis Nice, le jeune joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery, participera bien à son premier match avec le maillot des Bleus. Il est titularisé. France-Gibraltar en qualification pour l'Euro 2024. C'est le plus jeune footballeur en équipe de France et cela depuis 1911. La présidente de la Commission européenne reste opposée au déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Ursula von der Leyen l'a redit au président égyptien Al-Sisi au Caire, en Égypte, et au 43e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Et selon l'ONU, plus des 2/3 des 2 400 000 habitants de ce territoire palestinien ont été déplacés par la guerre. À Nîmes, ils sont âgés de 17 à 30 ans. 9 jeunes hommes sont désormais poursuivis par la justice après la mort du petit Fayed, 10 ans, tué cet été dans le quartier Pisevin. Le garçon est une victime collatérale du trafic de drogue. 8 suspects dorment ce soir en prison. La Charente-Maritime toujours en orange face au risque de crue et cela concerne principalement le débordement du fleuve Charente à hauteur de la ville de Saintes. Et puis malgré la pluie, la décrue se poursuit dans le Pas-de-Calais. Le préfet recense déjà 6 000 habitations touchées par les eaux, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles à aider en priorité. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et nous poursuivons la discussion autour de la situation, bien sûr, au Proche-Orient. Anna Kowalska, Guillaume Ancel disait tout à l'heure sur France Info, ancien officier de l'armée, que l'armée israélienne, eh bien justement, ne sait pas trop où elle va aujourd'hui, qu'elle avance en faisant beaucoup de morts, bien sûr, mais sans véritable stratégie. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Je pense que la stratégie, c'est vraiment de détruire le Gaza pour détruire Hamas. Sauf qu'on a très peu d'informations sur combien de membres de Hamas étaient morts. On sait vraiment très peu de choses sur ce qui se passe sur place. Et je pense que les experts du monde entier se demandent aujourd'hui si c'est une stratégie juste, si on ne devrait peut-être pas mieux cibler notamment justement le cellule et le membre de Hamas pour éviter les pertes civiles. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est Israël aussi qui s'en rend compte hier. Mais Benjamin Netanyahu, pour la première fois, a dit que tout décès civil est une tragédie. Il a dit ça sur télévision américaine. Donc je pense que même Israël peut-être aujourd'hui comprend que c'est une stratégie qui paye dans ce que a dit mon confrère espagnol. Peut-être manque de confiance envers d'Israël dans le monde entier, parce que de plus en plus de dirigeants appellent aujourd'hui soit aux pauses humanitaires les Américains, soit en trêve, cessez-le-feu même Emmanuel Macron la semaine dernière. Donc je pense que cette ambiance vis-à-vis Israël et vis-à-vis ce conflit change. Je pense que les Israéliens s'en rendent compte. Elisabeth Moutet, vous connaissez très bien le Proche-Orient. Vous avez le sentiment aussi que l'armée israélienne avance un peu sans réel objectif ? Pas du tout. J'ai l'impression plutôt que l'armée israélienne ne communique pas sur ce qu'elle fait, parce qu'évidemment, si elle communique aussi aux gens qu'elle essaye d'attraper. Je crois qu'ils ils savaient dès le départ, il y a l'expérience de Fallujah avec les Américains, il y a des expériences de ce qui est plus difficile, c'est le combat urbain. Et ils sont dans une situation de combat urbain. Ils ont une idée assez claire de ce qui s'est passé et où sont cachés les gens qui cherchent, puisqu'on a des noms qui sont publiés au fur et à mesure de chefs du Hamas, en particulier ceux qui ont été identifiés dans le film terrifiant qu'ils ont filmé eux-mêmes, des assassinats, des tortures, des viols, etc., qui a été montré aux journalistes récemment. Et donc tous les gens qu'on a identifiés, ils sont marqués, donc on essaye de les trouver. Mais et aussi, c'est pour rappeler aux autres que vous faites ça, il vous arrivera quelque chose. Mais je pense qu'il y a un but, et je pense que c'est organisé. Je crois aussi qu'ils savent parfaitement bien que le temps n'est pas éternel. Quoi qu'il y ait pu y avoir comme déclaration, qui étaient aussi des déclarations pour faire peur à l'adversaire. J'ai vraiment l'impression aussi que le but consiste à extirper ça. Les exemples qu'on nous a donnés quand j'étais dans un voyage dans la région, c'est prenez l'État islamique, prenez Daesh. Daesh existe toujours, mais Daesh n'a plus le pouvoir de tenir des grands territoires, il n'a plus le pouvoir de nuire de la façon dont il pouvait à un moment en contrôlant des pays, des morceaux de pays entiers. Et je crois que c'est dès le départ, l'objectif c'était ça, c'est faire disparaître les gens du Hamas entièrement, ils sont 30 à 40 000 noms, en faire un mouvement qui n'a plus la capacité, cette capacité guerrière, je pense que c'est ça l'objectif de l'opération. Juan José Dorado, il y a aussi ces mots aujourd'hui d'un haut responsable américain en visite à Bahreïn qui dit qu'une pause dans les combats entre Israël et le Hamas et une augmentation significative aussi de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ne seront possibles que quand les otages seront libérés. Cette question des otages, c'est ce qui va décider aujourd'hui de la suite du conflit ? On ne sait pas si c'est justement les otages qui vont le décider. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette déclaration, si on s'attendait à avoir une pause humanitaire dans les prochains jours, définitivement, elle est oubliée. Mais il faut aussi rappeler que cette façon de procéder de l'armée israélienne a aussi un but, c'est essayer d'éviter des morts du côté israélien. Donc il est beaucoup plus simple de bombarder, même si c'est un peu indiscriminé. Déjà, vous détruisez la bande de Gaza, vous détruisez Gaza-ville, et donc tout tombe, mais en même temps, vous préservez aussi votre armée, parce que le combat des rues est quand même assez compliqué, et notamment pour l'armée. Donc je pense que la paix à court terme, quand je parle de paix, je parle de trêve ou de pause humanitaire, paraît compliqué, paraît lointaine, mais en tout état de cause, c'est vrai que le fait que l'opinion publique mondiale commence à se poser des questions sur la façon de procéder d'Israël peut amener effectivement un changement des tactiques, ce qui serait souhaitable aussi, je le pense, pour Israël, puisqu'il y a aussi une contestation interne dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même assez importante. Vous vouliez rajouter un mot, Elisabeth Moutet ? Oui, je pense qu'au contraire, c'est pas tout à fait exact. Par rapport justement à ce qu'on a vu à Alep
Alep et dans d'autres endroits, c'est pas du tout des bombardements qui sont ininterrompus, c'est pas du tout des bombardements qui sont faits du haut. Les Israéliens disent, et on voit ça dans tous les journaux, y compris les journaux de gauche comme Haaretz en Israël, et qui expliquent qu'il y a plus de morts israéliens justement parce qu'ils font des efforts pour essayer de faire la différence. Alors vous allez me dire, dans la totalité de ça, c'est une guerre et il y a des bombardements, mais quand j'étais à la frontière, on entendait les bombes et c'était toutes les 10 ou 15 minutes. C'était pas du tout ce qu'il y avait en Syrie, par exemple. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé pendant des mois à Kherson et à Mariupol en Ukraine. Et j'ai jamais vu de manifestation à Paris pour ce qu'on a fait à Mariupol, qui est bien pire que ce qui s'est passé à Gaza. À propos de manifestations, la question des otages dont on parlait il y a quelques instants, elle semble assez absente des grandes manifestations, mobilisations. Il y en avait encore aujourd'hui à Paris, à Londres également, pour la paix et la défense des Palestiniens. Mais la question des otages reste absente, Miraela Nthoké. Vous savez, quand on parle des otages, on parle des négociations. Et quand on parle de négociations, ça veut dire d'être discret. Les diplomates sont discrets. Je suis sûre que il pourrait y avoir une opinion publique qui se mobilise. Évidemment, ça c'est une autre chose. Mais les politiques, les diplomates, les pays font tous les efforts, je suis sûre et certaine, pour avoir les meilleures conditions de libération. En plus, vous savez, quand on a vu dans la matinée après le 7 octobre qu'est-ce qui s'est passé, et on se réveillait avec des bombes partout. Et après ça, après quelques heures, avec des atrocités, la population a été vraiment très, très, très touchée. Maintenant, il y a cet effort d'avoir pas la paix, parce que vous avez dit que c'est difficile d'avoir la paix tout de suite, mais une trêve ou pause humanitaire, ou comment vous voulez qu'on dise à quoi qui va se passer, c'est, comme on dit... quelque chose, avoir une monnaie d'échange, voilà, pour avoir des aides humanitaires, etc., avoir les libérations des otages. Les deux parties qui sont dans le conflit, le Hamas et l'Israël, portent aussi une guerre de communication. Et les otages, on va continuer à en parler dans un instant. Je vous donnerai la parole à Anna Kowalska. Après le fil info, il est 20h20, Stéphane Milhomme. Et après sa mise en examen hier, la sanction politique est tombée dans la foulée pour Joël Guerriau. Le sénateur est suspendu de son parti Horizon et de son groupe parlementaire avant une possible exclusion définitive. L'élu de Loire-Atlantique est soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu en vue de l'agresser sexuellement. Lui nie toujours les faits. La contestation ne faiblit pas en Espagne et ils étaient plus de 170 000 aujourd'hui à manifester dans les rues de Madrid, brandissant des drapeaux espagnols. Ce nouveau rassemblement dans la capitale espagnole pour protester contre le projet de loi d'amnistie accepté par le gouvernement socialiste en échange du soutien des indépendantistes catalans au Parlement. Il n'y aura pas de pause significative dans les combats entre Israël et le Hamas avant la libération des otages. C'est ce qu'affirme un haut responsable américain depuis Bahreïn. Des dizaines de familles manifestaient cet après-midi à Jérusalem et après plusieurs jours de marche au départ de Tel Aviv pour réclamer toujours la libération des 240 otages, faire pression sur le gouvernement Netanyahou. Deuxième vol d'essai pour le vaisseau spatial Starship de SpaceX. Et 7 mois après une première déconvenue, les 2 étages de la fusée ont explosé cet après-midi après leur séparation qui avait pourtant réussi. Toutefois, les concepteurs de l'entreprise d'Elon Musk voient un progrès dans ce second vol d'essai de la fusée de 120 mètres et aux 33 moteurs. Et puis, la neige en altitude permet à quelques stations des Alpes d'ouvrir aujourd'hui une toute petite partie de leur domaine. C'est le cas en Savoie de Tignes et Val Thorens. En Isère, les 2 Alpes ouvriront, mais le week-end prochain. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et pour revenir sur le sort des otages retenus par le Hamas, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est en Égypte après 2 passages au Qatar en 48 heures. Il faut quoi, Anna Kowalska, montrer à la fois que la France veut libérer, bien sûr, ces 8 otages, mais aussi affirmer la présence des Occidentaux diplomatiquement ? Moi, je pense que toute cette visite de ministre de l'Armée a pour but de vraiment qualifier la position de la France, parce que, par exemple, en Pologne, on était vraiment choqués par... les morts du président Macron que j'ai déjà mentionné, le mot sur Israël, comme quoi l'Israël doit arrêter les bombardements, nous exhortons Israël à arrêter. Je pense que de point de vue d'Israël, c'était des mots très choquants. Et de point de vue européen, c'était vraiment aussi en violation d'un franc
comment en ce qui concerne cette guerre. Donc je pense qu'il a déjà qualifié la position vis-à-vis Israël, mais aussi qualifié la position vis-à-vis de pays arabes. C'est un enjeu d'équilibre très important, notamment aussi pour la politique intérieure en France, avec la population la plus grande juive et aussi musulmane en Europe. Je pense que c'est une opération diplomatique équilibre très forte. Et puis certes, les otages, c'est aussi une question très importante. Je pense qu'ici, médiation à la fois de la France, mais des autres pays, peut jouer. À quel point, jusqu'à maintenant, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'otages libérés. 5, je pense, si je ne me trompe pas, 5 jusqu'à aujourd'hui. On a même eu la nouvelle aujourd'hui ou hier qu'il y a une femme enceinte qui a donné naissance en étant otage dans une tunnel. Donc, le drame humain qui continue toujours. C'est la raison aussi, encore une fois, pour laquelle Israël bombarde Gaza avec entente de puissance. Libérer les otages et détruire Hamas, ce sont 2 objectifs qui vont ensemble. Et ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à les 2 objectifs soient finis. Le sort des otages. J'aime bien dans Les Informés vous demander comment dans vos pays, dans vos médias respectifs, est traitée la situation au Proche-Orient. Juan José Dorado, en Espagne, on l'entendait dans le fil info il y a un instant, malgré les manifestations contre l'amnistie des indépendantistes catalans, on a la place pour parler en ce moment de ce qui se passe au Proche-Orient. On n'a pas vraiment la place, mais le président Sanchez, lors de son investiture, il y a 48 heures, on a parlé devant le Parlement, parmi les objectifs. Président qui est le Premier ministre, espagnol, en tout cas, le président du Conseil. Pedro Sánchez, il a insisté sur le fait que, comme la France, Israël a le droit de se défendre, mais surtout, il a insisté sur le fait que l'Espagne veut un cessez-le-feu, tout de suite. Parce qu'il faut arrêter les massacres. Ce sont des termes utilisés comme ça. Et c'est aussi la solution à 2 États. Donc, on n'a pas parlé beaucoup dans les médias, mais oui, le président en a parlé. Vous savez, l'Espagne est un pays plutôt pro-palestinien historiquement. L'Espagne a reconnu très tard, c'était en 86, l'État d'Israël. Donc, ça n'empêche effectivement que le président Sanchez continue à insister sur le fait qu'il faut une solution à 2 États et un front commun de l'Union européenne, sauf que le front commun de l'Union européenne n'a pas existé depuis le premier jour. Un mot-clé, le cessez-le-feu en Grande-Bretagne, en Angleterre. Anne-Elisabeth Moutet, des manifestants aujourd'hui sont venus tout près, je crois, de la permanence du chef de l'opposition, du travailliste. Je vais retrouver son nom, c'est Keir Starmer. Ils sont venus pour justement lui dire il faut appeler un cessez-le-feu, ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Il y a des grosses manifestations à Londres, dans les villes de Grande-Bretagne, dans certaines grandes villes de Grande-Bretagne. Ça ne correspond pas, on voit parmi tous les sondages, à l'opinion publique en général. Et vous avez surtout un accord du gouvernement conservateur de Rishi Sunak et de l'opposition, qui a une bonne chance d'être élu dans peu de temps, de Sir Keir Starmer, le leader des travaillistes. Eux, pour au contraire, dire non, nous soutenons Israël. C'est une guerre contre un mouvement terroriste. Ensuite, dans les médias, c'est plus partagé, évidemment, avec beaucoup plus de sympathie, par exemple, dans des médias officiels comme la BBC, mais aussi comme le Guardian, qui est le grand quotidien de gauche britannique. Dans mon journal, le Télégraphe, on soutient Israël, on considère que c'est une attaque. Si ces attaques-là ne sont pas arrêtées, si on ne détruit pas un mouvement comme le Hamas, comme on a détruit en partie, en tout cas, Daesh, ensuite, ces attentats viendront chez nous, parce que l'idée, c'est que ce qui commence comme ça, si on le laisse se développer, ça arrive ensuite chez nous. Et beaucoup de gens rappellent aux Français le Bataclan, le fait qu'en réalité, nous avons déjà eu des massacres comme ça sur notre territoire. L'autre chose, évidemment, c'est la Grande-Bretagne s'amuse beaucoup des revirements d'Emmanuel Macron. Très commenté aussi en France. Très commenté, parce que ça commence avec une déclaration de principe, et puis brusquement, quelqu'un doit lui dire en communication, c'est très mauvais, et puis c'est pas bon pour les voix, et donc on va faire autre chose. Et il y a tout de même l'impression qu'il n'y a aucune conviction derrière ça. Et comme ça n'est pas la première fois, puisque ça s'est aussi passé sur l'Ukraine, le résultat, c'est, vous savez qu'on est un tout petit peu rancunier de la façon punitive dont la France a géré le Brexit, et on dit, écoutez, le président français dit n'importe quoi. La Roumanie, Mireille Rantoke, fait partie des rares pays européens qui reconnaissent officiellement la Palestine comme pays. Qu'est-ce que ça donne dans les médias ? On a fait la une, voilà, dans les journaux, on a fait la une avec qu'est-ce qui se passe en Israël et en bande de Gaza, et même chez vous en Espagne, Catalogne. On a envoyé des journalistes en Israël. Il faut qu'on dise encore une fois
qu'il y a des Israéliens qui sont partis de Roumanie, qui ont vécu ici. Maintenant, il y a des familles mixtes et il y a aussi des Palestiniens qui sont venus en Roumanie en 70, qui ont fait des études en Roumanie et qui se sont mariés, ont formé des familles. Et après ça, ils sont revenus en Palestine, en bande de Gaza, et il y a des familles mixtes. Voilà, c'est Pour ça. clore le sujet, Anna Kowalska, un tout petit mot pour la Si je ne me Pologne. trompe pas, la Pologne a aussi reconnu Palestine comme pays. Oui, en Pologne aussi, c'est toujours un premier sujet, mais j'ai découvert avec grand choc hier que selon mes amis, les chiffres d'audience sur les sujets Gaza commencent légèrement à tomber. Je pense que 4 semaines, 5 semaines de guerre, peut-être les Polonais en ont marre, mais on en parle malgré tout toujours beaucoup, surtout avec l'œil tourné vers Gaza aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin sur cette première partie et sur cette situation, bien sûr, au Proche-Orient. Les informés reviennent dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. Dans l'actualité ce soir, un jour particulièrement meurtrier. Dans la guerre entre Israël et le Hamas, des frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés et une école qui abrite des déplacés. Des frappes immédiatement condamnées par l'ONU. Par ailleurs, des centaines de personnes ont évacué ce matin l'hôpital Al-Shifa, que l'armée israélienne considère comme une base militaire du Hamas. Notez aussi qu'un cortège de 25 000 personnes est arrivé cet après-midi à Jérusalem après 5 jours de marche pour se rassembler devant les bureaux de Benyamin Netanyahou et faire pression sur le Premier ministre israélien pour la libération des otages. Marine Mulsé. Devant le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou, des milliers d'Israéliens en colère, parmi lesquels des proches des 240 otages toujours retenus à Gaza, brandissent des pancartes et des drapeaux en demandant « ramenez-les à la maison, maintenant ». Les manifestants sont arrivés en début d'après-midi à Jérusalem, après une marche de plusieurs jours depuis Tel Aviv, à une 60aine de kilomètres d'où ils sont partis mardi. Les familles des otages reprochent au gouvernement de ne pas leur fournir d'informations sur leurs efforts pour obtenir la libération de leurs proches. Mon fils Itai Ren, 19 ans, a été enlevé et kidnappé par l'organisation terroriste Hamas. Nous sommes ici aujourd'hui avec de nombreuses familles marchant vers Jérusalem pour maintenir la conscience de la question des otages comme une priorité absolue du gouvernement israélien. Nous sommes réunis ici de tout le pays pour soutenir les familles kidnappées et pour envoyer un message direct au gouvernement et à tout gouvernement qui se considère libéral et soucieux de la vie. Ces otages doivent être laissés libres. Leur place est avec nous, avec leurs familles. Et chaque jour où ils endurent cette horreur est une horreur pour nous. Notre cœur est à Gaza. Les familles des otages ont obtenu une réunion avec 2 membres du cabinet de guerre, Benny Gantz et Gadi Eisenkot, à Tel Aviv en début de soirée. Depuis un mois, Benyamin Netanyahou exclut tout cessez-le-feu général à Gaza, condition demandée par le Hamas pour la libération des otages. À l'instar de Jérusalem, une nouvelle manifestation doit se tenir ce soir, comme toutes les semaines, sur la place de Tel Aviv, devenue le point de ralliement de la cause des otages. Dans l'actualité également, échec ou succès, c'est toute la question ce soir. SpaceX a fait décoller cet après-midi du Texas la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship. Les 2 étages se sont séparés avant d'exploser. Il y a des progrès, affirme l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk. La saison de ski a démarré dans les Alpes. Les stations de Tignes et de Val Thorens ont ouvert une partie de leur domaine. À Val Thorens, les skieurs ont pu profiter de 18 pistes. À Tignes, il s'agit d'une préouverture au glacier de la Grande Motte. Et vous le voyez, ils étaient déjà nombreux à renouer avec les plaisirs de la glisse. Et puis une image de football, on attend une large victoire des Bleus ce soir contre Gibraltar en clôture des qualifications pour l'Euro 2024. Les Bleus sont déjà qualifiés et tous les regards seront tournés vers cet homme, Warren Zaïre-Emery, 17 ans, un phénomène de précocité. Et on vient de l'apprendre, il sera bien titulaire ce soir pour débuter donc le match contre Gibraltar. Il va donc devenir le plus jeune joueur à disputer un match avec l'équipe de France depuis 1911. Rien que ça, France-Gibraltar donc ce soir à Nice. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous restez avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition du 19-20. À suivre, Les Informés. Très belle soirée sur France Info.
Nous sommes faits pour être ensemble. Et ben voilà un bon début de voyage. Partager l'héritage des Outre-mer, c'est découvrir notre histoire. Ne pas oublier notre propre identité. Suivre leur actualité, c'est comprendre notre monde. Bienvenue dans ce journal des Outre-mer. Échanger nos regards, c'est faire battre notre cœur. J'ai souffert, je sais ce que je veux. C'est magnifique. Actu, magazine, doc, fiction, musique. Avec une programmation exceptionnelle jusqu'au 28 novembre, plus que jamais, France Télévisions a le cœur Outre-mer. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Ils sont toujours là autour de la table des informés. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste à Paris pour le Daily Telegraph. Mihaela Antoche, journaliste pour les médias et la télévision roumaine en France. Juan José Dorado, journaliste espagnol en France. Et Anna Kowalska, correspondante en France pour l'émission polonaise Dzień Dobry. C'est sur la télé TVN. Notre deuxième grand sujet ce soir dans les informés, les Gilets jaunes. Souvenez-vous, la première manifestation était organisée le 17 novembre 2018. On retourne 5 ans en arrière. Extrait à l'époque d'un reportage de France 3, Nouvelle-Aquitaine. Le jaune est leur couleur, mais ils viennent tous d'horizons différents. 62 ans, retraité, et je suis obligé de travailler pour finir mes fins de mois. Sur ce rond-point, certains ont passé la nuit près d'un feu improvisé, et beaucoup ont laissé de côté leur travail ce matin pour venir manifester. Donc je me mobilise, jour et nuit s'il le faut, mes ouvriers y travaillent parce qu'on n'a pas le choix. Des irréductibles, décidés donc à ne rien lâcher et dont la colère reste encore vive. Faut arrêter de taper sur les pauvres, parce que c'est facile, ils sont plus nombreux et ils peuvent pas se bouger, donc faut faire quelque chose. L'essence, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au jour d'aujourd'hui, moi je peux vous le dire, c'est un ras-le-bol général. Ce matin, les entreprises du bâtiment public ont rejoint largement le mouvement, car au 2 janvier, le carburant professionnel qu'ils utilisent d'ordinaire sera lui aussi taxé. Il veut nous mettre une taxe de 60 centimes. Voilà cet extrait il y a 5 ans d'un des premiers reportages sur les Gilets jaunes. Anna Kowalska, je crois que ce ne sont pas que des bons souvenirs pour vous à l'époque, ces premières couvertures de manifestations. Ça a été par moments difficile. Oui, moi je travaillais à l'époque aussi pour TVN, mais pour 2 chaînes en continu, donc on couvrait ça quasiment en édition spéciale à un moment donné, tellement c'était impressionnant et violent. Et moi j'ai vraiment mal vécu. Au bout d'1 mois, je pense que j'arrivais plus à sortir parce que c'était très intense. Très violent, on a parlé tout à l'heure envers les journalistes. Moi, j'ai eu quelques situations où vraiment, par miracle, je pense qu'on n'a pas fini avec mon équipe à l'hôpital. Mais c'était très intéressant. En Pologne, au début, on suivait ça de près par certains, je dirais, intérêts, mais on était un peu fiers de Français, comme quoi, enfin, quelqu'un en fait quelque chose. Les Polonais me disaient, mais oui, ils ont raison, les riches sont trop riches, les pauvres sont trop pauvres. Enfin, quelqu'un qui se bat. Mais ce soutien a changé au fur et à mesure que la violence a augmenté. Et je pense que ces incidents avec l'Arc de Triomphe, beaucoup de blessés, je vérifiais 11 morts, 2448 blessés, 2000 condamnations. C'est surtout ces images qui ont finalement été transmises en Pologne. Oui, c'est comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on se rappelle de ce mouvement Gilets jaunes et pas exactement de l'idée de début de vraiment augmenter le pouvoir d'achat, augmenter la qualité de vie de la France oubliée. Anne-Elisabeth Moutet, l'image a changé aussi en Angleterre. L'image a changé en Angleterre parce que l'Angleterre... Pays des luttes sociales. Elle comprend très bien la notion de lutte sociale, elle comprend très bien la notion de toute une partie du pays qui est pauvre et qu'on n'écoute pas parce que c'est pas celui qui, jusque-là, faisait des manifestations grandes. Et donc, il y a eu une sympathie et un intérêt. Et puis, les Britanniques se souvenaient des bonnets rouges qui sont les précurseurs des Gilets jaunes puisque ça se passe sous François Hollande et qu'une taxe supplémentaire aussi sur le carburant, c'est très important, et sur l'utilisation des poids lourds dans les autoroutes, bloque brusquement le pays. Et on a aussi vu la transformation du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire d'une part la révélation d'une France qui ne se plaignait pas jusque-là et qui n'avait pas de voix et qui avait le défaut d'être de la province, de la France périphérique, blanche, des petits blancs, des petits pauvres, des gens qui intéressent personne et qui venaient parler. Et puis progressivement, on a vu le changement, et moi qui aussi les ai beaucoup vus et couverts, on a vu dans les manifestations progressivement des gens qui s'étaient aguerris, des opportunistes, c'est-à-dire des pilleurs, les fameux black blocs. Et j'ai demandé à un préfet qu'est-ce que c'est un black bloc typique. Il me dit c'est un homme de 32 ans qui a du boulot, une famille et pas de problème de fin de mois. Loin des clichés des jeunes. Loin des clichés, pas du tout des banlieues. Les banlieues étaient extraordinairement absentes
des Gilets jaunes, et ça c'est une autre question, c'est vraiment une autre population qui manifestait. On a vu le tournant dans les rues quand il a cessé d'y avoir des femmes, parce que les gens prenaient les autobus de nuit, ils arrivaient le matin à Paris pour manifester, et il y avait une grande sympathie tout autour, et puis progressivement, c'est vraiment devenu plus difficile. Et aussi, il y a eu le fait que les Gilets jaunes se sont flingués en refusant, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui parlait bien, et donc la télé, par exemple, faisait parler, immédiatement on disait non, on n'a pas de chef. Et ça montre que pour réussir quelque chose, malheureusement, il faut s'organiser un peu plus que ce qu'ils n'ont fait. Juan José Dorado, vous êtes plutôt gilet rouge ce soir, plus sérieusement. Non, mais quel souvenir vous gardez de ça? J'ai passé pratiquement un an à travailler au rythme des Gilets jaunes. J'ai fait une soixantaine des manifestations. Et c'est vrai que du moment où la violence est arrivée, du moment où les femmes, effectivement, sont parties aussi du mouvement, on a vu un changement du public qui venait participer aux manifestations. J'ai eu à assister, comme mes confrères, aux manifestations, notamment au saccage des Champs-Élysées, notamment quand le restaurant Fouquet's a été brûlé, les magasins qui étaient à côté ont été saccagés. Et on a vécu professionnellement des moments très forts, très intéressants, mais en même temps, effectivement, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va continuer à couvrir ça quand nous-mêmes, journalistes, étant étrangers, parce que quand vous étiez journaliste étranger, on ne subissait pas la même violence que les journalistes français. Moi, quand j'ai dit c'est une télévision espagnole, là, ça allait. Mais mes confrères français, malheureusement, c'était pas la même chose. Mais en Espagne, on avait quand même un certain regard, assez amusant et intéressé, parce que nous avons eu les indignés quelques années auparavant, et donc la différence entre les indignés espagnols et les Gilets jaunes, c'était la violence. Il n'y a pas eu de violence en Espagne. Mireille Lantoque, le regard de la Roumanie sur les Gilets jaunes, il y a 5 ans. Oui, j'ai fait tous les samedis, et je peux vous dire un secret si vous voulez. J'étais à 2 doigts d'avoir ma voiture en flammes, et grâce au police. C'était avenue Wagner, proche de l'Arc de Triomphe, et grâce à la police, et j'ai brûlé un contresens et des feux rouges, mais ça reste entre nous. Mais c'était le moment où j'ai vu, samedi après samedi, que le regard sur la presse, sur la journaliste, sur le travail qu'on fait, sur le boulot qu'on fait, tout a changé. Et je ne peux pas dire que tous les manifestants, on a eu des manifestants, j'ai vu des manifestants, j'ai parlé avec des manifestants qui m'ont dit vous ne parlez pas très bien pour nous, vous ne dites pas la vérité. Et après ça, qu'est-ce que s'est passé? Vous avez vu quand on a eu les Black Blocs sur les manifs de la réforme de retraite, on a des journalistes qui ne montrent pas leur visage sur les écrans, on écrit juste journaliste, on embauche des bodyguards, de garde-corps pour garder un petit peu la tranquillité de boulot. On fait, comment on dit, des micros neutres sans dire qu'on est de ici ou de là. Ça veut dire que ce regard sur la presse a changé. Probablement, qu'est-ce qui s'est passé au L'Arc de Triomphe a déclenché un regard qui n'est pas très bon pour notre métier, et il faut se défendre, et aussi tous les faits qui sont dits sur les Gilets jaunes, sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier ça, parce que les réseaux sont maintenant une partie de la communication, même si on parle de la guerre, si on parle de la politique, des Gilets jaunes, des manifs, de tout. Les réseaux qui ont changé un petit peu la donne. Voilà. 5 ans après les Gilets jaunes, donc, et les conséquences encore aujourd'hui. 20h41, c'est Stéphane Milhomme pour le Fil Info. Avec ces nouvelles manifestations cet après-midi en France pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, 100 000 personnes selon les chiffres de la CGT. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées par exemple à Paris, défilé également à Marseille, Clermont-Ferrand ou encore Perpignan et Beauvais. Sébastien Lecornu, lui, est de retour au Caire. Après sa visite au Qatar, le ministre des Armées doit rencontrer le président égyptien Sisi pour la 2e fois en une semaine. Il doit évoquer la situation des otages, dont 8 Français détenus par le Hamas depuis le 7 octobre et le début de la guerre avec Israël. À Choisy-le-Roi, l'enfant de 7 ans découvert avec un sac plastique enserré autour de la tête est mort. Il était dans le coma depuis le 3 novembre. Le principal suspect, son baby-sitter, est lui toujours en détention provisoire, poursuivi pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans.
Et toujours cette vigilance orange en Charente-Maritime face aux crues. Elle reste importante sur le fleuve Charente, notamment dans le secteur de Saintes. La pluie dans le Pas-de-Calais n'empêche pas la décrue des cours d'eau. Et puis en tennis, et à suivre dès 21h, le choc entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. La seconde demi-finale du Masters ATP depuis Turin. La première demi remportée par le jeune Italien Yannick Sinner face à Daniil Medvedev, le 4e joueur mondial. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. C'est l'un des charmes de Paris, une tradition ancestrale aussi. Les bouquinistes sur les quais de Seine, avec leurs livres et leurs boîtes vertes accrochées depuis des mois. La ville leur annonce que ces boîtes seront enlevées en juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Colère des bouquinistes pour les convaincre. Un test avait lieu hier soir, test plutôt réussi, est obligé de reconnaître Jérôme Calais, le président de l'association des bouquinistes de Paris. Le test, il était fait de manière plutôt propre. Ils ont eu de la chance. La boîte qui faisait l'objet du test était de très bonne qualité. Il n'y aura pas un massacre, ce qu'on pouvait craindre au début. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas rassurés. On est un symbole majeur de Paris. On ne voudrait pas que nos boîtes disparaissent du paysage à l'occasion de la parade. Alors, on a bien compris que ce qui inquiète les bouquinistes, c'est qu'on abîme leurs boîtes, qu'on ne les remette pas aussi en place tout de suite, ce qui leur fait perdre de l'argent. Le préfet de police, Laurent Nunez, a parlé ce matin d'indemnisation. Anne-Elisabeth Moutet, ils peuvent être rassurés, ces bouquinistes, désormais ? Je ne suis pas sûre, et la raison pour laquelle je ne suis pas sûre, c'est que les bouquinistes eux-mêmes souffrent énormément d'une situation difficile à beaucoup de points de vue. D'abord parce qu'on vient de parler de manifestations dans Paris, on vient de parler d'énormes problèmes de facilité d'accéder à tous ces endroits, et que ça fait des années que les bouquinistes se transforment. Soit ils disparaissent, il y a beaucoup de boîtes qui sont fermées, ce qui fait vraiment mal au cœur, et il y a d'autres boîtes où on vend tout un tas de gadgets parce que ça ne suffit pas, les livres anciens, ça ne suffit pas. Et donc, tout départ, même un petit départ, même quelque chose de compensé, c'est toujours difficile à rattraper. C'est comme quand on est malade et qu'on a guéri, il y a toujours souvent des séquelles, et là, ils ont peur des séquelles. Et ils n'ont pas... ils ont aussi énormément souffert des travaux qui sont dans la ville de Paris de manière continuelle depuis des années et des années. Et donc, je comprends leur inquiétude. Je comprends aussi le fait que on a dit toutes sortes de choses. Alors maintenant, on dit non, c'est pour la cérémonie d'ouverture. Il y a un problème de sécurité. À chaque fois qu'on dit aux gens, il y a un problème de sécurité, c'est une espèce de... C'est une excuse qui vous permet de faire absolument tout. Personnellement, je n'ai pas vraiment confiance dans cette mairie pour tenir toutes ses promesses en plus. La ville de Paris a 10 milliards de dettes, mais on va indemniser tout de même les bouquinistes parce que aucune importance, et on n'est pas tout à fait sûr que les Jeux Olympiques vont apporter de l'argent à Paris aussi. Juan José Dorado, est-ce que vous êtes inquiet pour les bouquinistes ? On peut être inquiet parce qu'effectivement, c'est un symbole de la ville de Paris qui va disparaître à un moment donné, à un moment où il va y avoir des dizaines, des millions de jeux rivés sur Paris. Donc, je peux comprendre qu'il y a... Déjà, c'est une mesure qui a été exigée par la préfecture, pas par la mairie. C'est la préfecture, c'est à la mairie de gérer le problème, par contre. Alors, est-ce qu'il va y avoir des indemnisations ? J'espère qu'il va y avoir des indemnisations. On ne sait pas combien. Espérons aussi que la mairie va faire les efforts nécessaires pour restaurer les boîtes qui sont en mauvais état. Parce que ça, c'est aussi... Peut-être aussi pour repenser l'installation au bord des... Ce qui a été dit, c'est que le test a été fait sur des boîtes qui étaient en bon état pour justement... Voilà, donc c'est très particulier. Mais ce qui est le plus dommageable, c'est si ces boîtes ne sont pas réinstallées après la cérémonie, qu'on attende 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'à ce moment-là, hormis le manque à gagner, ça serait aussi l'un des symboles de Paris qui serait fortement touché. Donc attention aux bouquinistes, parce qu'ils sont quand même cette image de la France et cette image de Paris. Michael Antoquet. Le mot bouquiniste n'a pas de traduction en roumain. On dit bouquiniste, et ça c'est tout. On ne dit pas antiquaire, libraire ou... Les bouquinistes, ça veut dire qu'il y a le symbole, le mot fort qui donne l'or de Paris et de la France. En plus, je me souviens très bien, j'ai écrit plusieurs papiers sur les bouquinistes pendant la pandémie. C'était triste.
vraiment triste. Après ça, tous les manifs qui passent sur les quais de la Seine, les casseurs qui détruisent les boîtes des bouquinis, c'est encore triste. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? C'est un peu triste pour eux. S'ils réussissent d'avoir la possibilité d'ouvrir après la cérémonie, ça peut être très bien. Ou comment, avec l'argent de qui et qui va faire quoi pour les bouquinistes, ça c'est vraiment une autre discussion et on ne peut pas dire ce soir ça va être comme ça ou comme ça. Mais il faut partager cette tristesse pour les bouquinistes de Paris qui sont vraiment connus dans le monde entier. Anna Kowalska, comment on dit bouquiniste en polonais? Bukiniści, je pense je pense que c'est en traduction littérale de français. Oui, aussi, je fais beaucoup de sujets sur les bukinistes pendant la pandémie, mais aussi avec l'incendie Notre-Dame, parce qu'ils ont vraiment souffert à cause de manque de touristes. C'est très triste que ça tombe sur eux. Certes, je pense que chaque organisation d'un événement comme les Jeux Olympiques demande les ajustements. C'est triste pourtant qu'ils sont des bouquinistes parce que c'est vraiment un symbole très romantique de Paris. Les Polonais l'adorent, on ne le trouve nulle part ailleurs. C'est le chic. Non, c'est le chic de Paris. Oui, mais je pense qu'il y aura d'autres problèmes de ce genre. Par exemple, les échafaudages qui doivent disparaître, on ne sait pas trop comment. Les travaux qui vont être interdits, on ne sait pas trop comment. Les problèmes sécuritaires autour de l'organisation, pas seulement des Jeux Olympiques, mais surtout justement de cette cérémonie de l'ouverture. Je pense qu'il y a un rapport de Cour des comptes, rapport de Sénat, qui dénonce justement les problèmes sécuritaires avec la manque d'agents privés. Donc il y a énormément de problèmes autour de cette cérémonie d'ouverture, pourvu que ça marche et qu'elle soit très jolie, sans précédent dans l'histoire, je pense. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler d'ici l'été prochain et le début de ces JO. Tiens, le sport, justement, avant la dernière partie de l'émission, un détour par Nice et le football. France-Gibraltar, ce soir sur France Info, en éliminatoire de l'Euro 2024. Bonsoir Xavier Montferrand. Bonsoir Victor, bonsoir à tous. Bon, on peut le dire, ce sera un match sans pression pour les Bleus. Oui, ça commence fort, il y a déjà 2-0. Voilà, 2-0 voilà. À l'instant, le deuxième contre son camp de cette équipe de Gibraltar en 4 minutes et 5 secondes. J'allais vous dire qu'il y avait un 0 dès la 3e minute. Ah non, il ne fallait pas arriver en retard. Sur un centre de Jonathan Klaus à droite, on a vu Santos tacler ce ballon contre son camp. Et là, c'est sur une frappe de Griezmann. Et bien, c'est un autre défenseur de cette équipe de Gibraltar. Cette frappe de Griezmann repoussée par Colling, le gardien de l'équipe de Gibraltar, et poussée dans son but par un défenseur de l'équipe de Gibraltar. Et bien, déjà 2-0 pour l'équipe de France dans ce match et 2 buts contre leur camp des joueurs de Gibraltar. Voilà, pas de chance pour ces joueurs de Gibraltar, match sans enjeu, je le disais, et donc très déséquilibré déjà. 2-0 pour les Bleus, match à suivre sur France Info, la radio, dans les prochaines minutes. 20h50, c'est le fil info avec Stéphane Milhomme. Et vous l'avez entendu, on joue depuis seulement 5 minutes maintenant et la France mène déjà 2-0 face à Gibraltar depuis Nice. Match dans le cadre des qualifications pour l'Euro de foot 2024. Le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, devient le joueur le plus jeune à évoluer en équipe de France depuis la Première Guerre mondiale. Il est âgé de 17 ans, 8 mois et 10 jours. Les États-Unis soulignent l'importance d'un accord sur la libération des 240 otages pour parvenir à une pause significative dans les combats entre Israël et le Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU lui appelle régulièrement à des pauses humanitaires urgentes et prolongées, mais Israël refuse toujours tout cessez-le-feu tant que tous les otages ne sont pas relâchés. L'armée israélienne précise qu'elle n'est pas à l'origine de l'ordre d'évacuation ce matin de l'hôpital Al-Shifa, le plus important de Gaza. Elle a juste répondu à une requête du directeur de l'établissement. Il ne restait plus ce matin que 120 patients pour Israël. Ce lieu est surtout l'un des principaux repères du Hamas. À Nîmes, l'avocat de la famille du petit Fayed dit avoir attendu avec impatience ses mises en examen près de 3 mois après la mort du petit garçon de 10 ans, victime collatérale de la guerre des gangs dans le quartier Pisevin. 9 hommes sont désormais mis en examen, dont un mineur de 17 ans pour homicide en bande organisée, et 8 de ces hommes sont incarcérés ce soir. Castres Olympique Stade Toulousain, c'est à 21h05 le coup d'envoi du dernier match de ce samedi dans la 7e journée de top 14 de rugby. Avant cela, le derby parisien tourne à l'avantage du Racing 92, plus fort que le Stade Français 13-9, et le Racing est le nouveau leader. France Info. 20h, 21h, les informés.
Victor Matet. Pour terminer ces informés, évoquons un personnage qui n'en a pas fini de faire parler, surtout en ce moment, avec la sortie mercredi prochain dans les salles du film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Ce personnage, c'est bien sûr Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête. Voilà, extrait de ce film très hollywoodien, on l'a bien compris, ce Napoléon. Je suis obligé de commencer avec vous, Anne-Elisabeth Moutet, l'Angleterre. Napoléon et les Anglais, les meilleurs ennemis, ça continue aujourd'hui? Oh, bien sûr. Alors, bien sûr, ce qui est très amusant, c'est que tous les journaux anglais demandent « Mais qu'est-ce que les Français pensent du film ?» Et on ne l'a pas encore vu. Mais c'est vrai qu'il y a deux pays, mon voisin ne va pas me contredire, qui ont encore du ressentiment à l'égard de Napoléon. C'est la Grande-Bretagne, qui a failli être envahie, et elle n'aime pas ça, depuis les Romains. Et puis l'Espagne, parce que les guerres de la péninsule ibérique ont été quelque chose d'absolument sanglant. Ça a été immortalisé par Goya dans Les Horreurs de la guerre, qui sont des dessins qu'il faut aller voir au musée du Prado. C'est terrifiant, ça vous montre ce que c'est. Les troupes françaises n'y sont pas à leur avantage. Il y a une seule victoire française. Sinon, il y a toutes les victoires de Wellington qui annoncent Waterloo. Alors bon, un film hollywoodien, c'est un film hollywoodien. Oui, parce que vous avez un regard aussi cinématographique, je crois, un peu sur... Oui, mais le film lui-même, malgré tout, il y a des historiens, il y a d'excellents biographes de Napoléon en Grande-Bretagne, notamment Andrew Roberts, et la réaction de tout le monde, c'est d'abord Napoléon, quand il rencontre Joséphine, il a 26 ans. On a Joaquin Phoenix, qui paraît-il, à l'état civil, n'a que 49 ans, qui a presque l'air d'en avoir 60. Napoléon, rappelons-le, est mort à Sainte-Hélène, mais aussi à 51 ans. Et cette espèce de personnage triste, empoté avec les femmes, compliqué, il y a un problème tout de même. C'est pas Napoléon. Donc cette espèce de gigantesque fresque, c'est un petit peu comme si Ridley Scott, qui a fait Blade Runner, il voulait recréer quelque chose de sombre, de difficile. Et puis il y a des scènes de bataille formidables, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va laisser une trace impérissable. Juan José Dorado, Anne-Elisabeth Moutet vous a un peu mâché le travail déjà en parlant du rapport de Napoléon avec l'Espagne. Alors je ne suis pas convaincu que les Espagnols vont aller en masse voir le film de Napoléon, justement parce qu'il y a cette guerre de l'indépendance, l'occupation napoléonienne entre 1808 et 1814, la guerre d'indépendance de l'Espagne, et le tableau de Goya, les fusillades de Madrid. Mais c'est certain que les Espagnols, qui sont quand même un tout petit peu taquins, aiment bien se rappeler donc de cette victoire dans la guerre de l'indépendance, dès la défaite de Napoléon lors de la campagne de Russie, mais en même temps, on reconnaît que l'Égypte d'aujourd'hui ne serait pas la même chose s'il n'y avait pas eu la campagne d'Égypte. Donc, le film, je ne sais pas s'il va être un succès en Espagne. En tout état de cause, les Espagnols connaissent bien Napoléon, et à chaque fois qu'ils viennent des touristes à Paris, ils vont aux Invalides s'assurer qu'il est bien mort. Exemple contraire en Pologne, Anna Kowalska, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous pensez que même les élèves vont être emmenés au cinéma, que ce sera une sortie presque obligatoire. Je pense que c'est une sortie scolaire, ce film. On est obsédé par Napoléon en Pologne. Je me rappelle que pendant le cours d'histoire à l'école, au lycée, ça prenait vraiment énormément de temps. Mais on est même le seul pays au monde qui a... Il y a eu la campagne de Pologne, pourtant. Oui. Mais on est le seul pays au monde qui a le nom de Napoléon dans notre hymne national. On cite directement Bonaparte, et je donne un exemple, je cite, Bonaparte nous a donné l'exemple de la manière de vaincre. C'est parce que les officiers... Ça, ce sont les paroles? Ça, ce sont les paroles. Version originale? Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Je vais pas le chanter parce que c'est très mal vu par mes compatriotes polonais de chanter dans ce genre de circonstances. Mais c'est ça les mots. Il faut pas oublier que la Pologne, à l'époque, était partagée. On n'était pas vraiment un vrai pays. On était partagé entre la Russie, l'Autriche et le Royaume prusse. Et c'est vraiment Napoléon qui nous a donné... C'est pour ça qu'on pensait vraiment, on espérait que grâce à sa campagne vers le Moscou, la Pologne va être libérée. On le vraiment percevait comme une sauveur. C'est grâce à lui qu'il a un duché de Varsovie, première vraiment étape quasi indépendante polonais à cette époque-là, en 19e siècle. Donc on lui doit beaucoup. Et pour finir, j'ai une citation d'un livre d'histoire que je lis aujourd'hui pour montrer à quel point il est adoré. C'est une longue citation, mais tenez-vous. Il a 3 millions de victimes sur sa conscience. Il renvoie ses troupes à mort.
mort, il rétablit l'esclavage dans son empire et il noya dans le sang toute rébellion. Mais Napoléon a fait pour la Pologne plus que tout autre homme au monde au cours des 3 derniers siècles. Donc c'est vraiment une star en Pologne, je pense plus appréciée que n'importe qui. En Roumanie, ça donne quoi, Napoléon, Mihaela Antoche? Ça donne l'importance de la France, le savoir-faire de la France, la discipline, la culture, la vie sociale, tout ce qu'on peut imaginer pour la Roumanie et le petit Paris qui est Bucarest. En plus, c'était à l'époque, c'était le désir de la bourgeoisie roumaine d'être autour de Napoléon et ses proches pour avoir un petit peu d'aide, parce que vous savez, on était un État tampon entre les Ottomans, les Russes et tout ce qu'il y avait à l'époque, l'Europe. Et autour de l'Europe, l'Orient, évidemment. Alors oui, Napoléon, c'est Napoléon, mais il faut parler aussi de la cinématographie américaine et Ridley Scott. Ce sont des choses un peu différentes entre la France, Napoléon, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme show, les Américaines et Ridley Scott y compris. Et je vous promets qu'on n'avait pas fait exprès de vous placer comme ça, les pros et les anti-Napoléon de chaque côté de la table. Merci à tous les 4 d'être venus. Anne-Elisabeth Moutet, Mihaela Antoche, Juan José Dorado et vous, Anna Kowalska. Merci à tous les 4. Les informés reviennent demain matin sur France Info à 9h.